Ce matin, grâce à nos intervenants, nous avons eu une remise en perspective de cette situation Israël-Palestine extrêmement complexe de par son histoire et de par les politiques actuellement menées par Israël, mais pas que. Ce matin, c'était donc des clés pour comprendre. Cet après-midi, on va essayer d'aller plus loin avec des clés pour agir, en rappelant notamment la nécessité que la société civile, j'allais dire les sociétés civiles, agissent, pèsent auprès des politiques, auprès des pouvoirs économiques, auprès des pouvoirs médiatiques, pour que les choses avancent sur cette terre déchirée. Et c'est pour ça que nous allons avoir 2 interventions et puis les échanges avec la salle. Vous me permettrez, avant de commencer, de dire aussi qu'il y a un acteur ou des acteurs qu'il ne faut pas oublier dans ce territoire-là, qui sont les églises, les religions. Et c'est pour ça que, bénéficiant de la venue d'Anton Salman, qui est chrétien, le groupe Kairos, qui est d'un mot grec qui veut dire c'est le moment opportun, et qui entend répercuter l'appel de l'ensemble des églises chrétiennes situées en terre de Palestine, Israël, le groupe Kairos a organisé il y a 2 jours une rencontre en présence des autorités religieuses de Montpellier, réformées, protestants, orthodoxes, en dialoguant avec Anton Salman pour voir comment les chrétiens, eux aussi, peuvent s'informer, peuvent comprendre, participer à cette compréhension extrêmement difficile, pas en rester à des simplismes que nous avons tous les jours dans la presse ou d'autres, mais avancer dans cette compréhension, mais avancer aussi dans les actions possibles pour que la rencontre, le dialogue, qu'on aille au-delà des peurs et qu'on essaie ensemble de construire un autre monde basé sur la justice, le respect, j'allais dire la fraternité. Et donc nous allons poursuivre en essayant de regarder ensemble comment la société civile peut avancer, peut peser dans justement ces préoccupations à la fois d'information, mais aussi de dialogue, de rencontre, peut peser auprès, encore une fois, des décideurs politiques, mais pas que. On aura l'exemple avec Robert Kissous, justement, sur des banques, sur la société Orange. Comment peser pour que les droits des Palestiniens soient respectés? Avant Robert Kissous, nous allons donner la parole à Martine Brisemur, qui est d'Amnesty International et qui est donc responsable de la coordination Israël-Palestine et notamment territoire palestinien occupé. Elle va nous parler de 2 sujets. Sans plus tarder, je lui passe la parole. Bonjour, donc je suis Martine Brisemur d'Amnesty International France. Je voudrais donc, avant de commencer à vous parler des 2 sujets que je dois traiter aujourd'hui en lien avec le travail d'Amnesty International, je vais vous représenter en deux ou 3 mots le travail d'Amnesty International. Donc, nous sommes une organisation de défense des droits humains, une organisation internationale, comme notre nom l'indique. Nous avons des sections dans plus de 70 pays et nous travaillons, nous faisons des rapports sur au moins 170 pays dans le monde. Voilà. Donc nous avons 72 sections et chaque section s'empare du travail d'Amnesty selon ses moyens. Donc Amnesty International France, voilà, c'est une section qui a 70 salariés et 350 bénévoles et 350 groupes en France. Voilà. Alors je vais vous rappeler que nous travaillons à partir de la Déclaration universelle des droits humains, ajoutée à tous les traités du droit international et du droit international humanitaire. Nous sommes impartiaux, voilà, et nous n'avons pas de mandat politique. Notre travail donc est basé sur des recherches, la recherche de nos chercheurs, les chercheurs d'Amnesty International,
qui sont à la fois basés au Secrétariat international de Londres et aussi maintenant sur le terrain, nous avons des bureaux régionaux du Secrétariat international. Par exemple, nous avons maintenant un bureau régional à Jérusalem-Est, qui travaille donc sur l'occupation. Nous avons aussi une section Amnesty israélienne qui travaille sur Israël, puisque maintenant Amnesty travaille aussi sur son propre pays. Voilà, alors donc on m'a demandé de vous parler du travail d'Amnesty International sur les prisonniers et sur l'angle particulièrement important qui est la détention administrative. Donc évidemment, le travail sur les prisonniers, il y a des demandes d'Amnesty qui concernent tous les prisonniers, hein, voilà, du monde entier, quelle que soit leur situation. Donc je ne vais pas passer tout en revue, ça passe de aucune détention secrète, en passant par aucun acte de torture, la possibilité d'entrer rapidement et régulièrement en contact avec des avocats, des médecins, des proches. Nous demandons des procédures juridiques efficaces permettant aux personnes de contester leur détention et leur traitement. Nous demandons des juges indépendants, tout ça c'est aussi important pour le deuxième volet. Nous demandons des visites régulières des lieux de détention par des organismes de surveillance indépendants, des procès équitables dans un délai raisonnable ou une remise en liberté. Voilà. Et nous demandons évidemment, et nous en reparlerons dans la détention administrative tout à l'heure, la libération inconditionnelle de tous les prisonniers d'opinion, c'est-à-dire des gens qui sont incarcérés en raison de leurs idées. Alors, en ce qui concerne la situation des prisonniers palestiniens, comme je vous disais tout à l'heure, notre angle d'attaque est la détention administrative, mais pas seulement. Par exemple, je peux me rapporter à la situation d'avril 2017, quand il y a eu le déclenchement de cette grande grève à l'appel de Marwan Barghouti. Amnesty International avait sorti le 13 avril, donc avant le début de la fin, un communiqué de presse dans lequel il rappelait que la politique d'Israël à l'égard des prisonniers palestiniens était à la fois illégale et cruelle, puisqu'elle consiste depuis des décennies à incarcérer les Palestiniens de Cisjordanie occupée et de Gaza dans des prisons situées en Israël et à les priver des visites régulières de leurs familles. Ceci constitue une violation flagrante du droit international, de la 4e Convention de Genève, qui prévoit que les détenus originaires des territoires occupés doivent être détenus dans ces territoires et non dans celui de la puissance occupante, qu'ils doivent être autorisés à recevoir des visites à intervalles réguliers et aussi souvent que possible. Je vous rappelle que c'était les demandes essentielles des prisonniers. Donc, Haï disait qu'Israël devait faire en sorte que tous les Palestiniens interpellés soient placés dans les prisons ou des centres de détention situés dans les territoires palestiniens occupés, et en attendant que les autorités israéliennes devaient cesser de se servir des restrictions excessives des droits de visite pour sanctionner les prisonniers et leurs familles. Donc, la détention administrative, quel est notre travail et quelle est notre définition? Alors on peut parler d'abord de la définition du droit international, parce qu'il y a une définition du droit international de la détention administrative. C'est une procédure en vertu de laquelle des personnes sont incarcérées sur ordre des autorités d'un pays, d'un État, dont l'armée, pour des raisons liées à la sécurité, sans que celle-ci ait l'intention d'engager une procédure pénale. La détention administrative n'est autorisée par le droit international que dans des circonstances exceptionnelles, soumises à des garanties strictes pour des personnes représentant un danger extrême et imminent au point de vue de la sécurité. Donc la détention administrative telle qu'elle est pratiquée par Israël, en fait, elle permet aux autorités israéliennes d'emprisonner des personnes soupçonnées d'infractions pénales au lieu de les arrêter, de les inculper et de les poursuivre en justice. Elle est aussi utilisée pour priver de liberté des personnes qui n'auraient jamais dû être arrêtées. Par exemple, certains Palestiniens sont placés en détention administrative, sont privés de liberté uniquement parce qu'ils ont exercé pacifiquement leur droit à la liberté d'expression, de réunion ou d'association. Dans ces cas-là, Amnesty les appelle des prisonniers d'opinion. Un
Un grand souci, c'est aussi dans cette détention administrative, il y en a plein, mais enfin, il y en a un particulièrement important au niveau du droit, c'est que les éléments à charge sont tenus secrets, si bien que les détenus ne peuvent pas contester leur détention et ignorent quand ils seront libérés. Si on revient maintenant à la situation que je vais appeler récente, si vous voulez, depuis octobre 2015 jusqu'à septembre 2017, donc, comme on l'a dit généralement, il y a eu une intensification des violences et des tensions, pour ne pas dire autre chose, dans les territoires palestiniens, dont Jérusalem-Est. Les autorités israéliennes ont riposté en se livrant à des arrestations massives et en prononçant de plus en plus d'ordres de détention administrative, y compris à l'encontre de mineurs. Donc, on peut dire en ce moment, selon Amoked ou Adamir, c'est à peu près la même chose, mais on reparlera du nombre de détenus administratifs qui n'est pas forcément intéressant en lui-même. Hein. Il y a 477 personnes en ce moment privées de liberté sous le régime de la détention administrative, sans inculpation ni jugement. De plus, on a constaté une recrudescence des actes d'intimidation des autorités israéliennes à l'encontre des militants des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Israël a adopté des mesures pour restreindre la liberté d'expression à l'intérieur du pays en recourant à des manœuvres d'intimidation, du harcèlement, des campagnes de dénigrement visant des organisations de défense des droits humains et leur personnel, et bien évidemment à utiliser la détention administrative. Je reparlerai tout à l'heure quand je vous donnerai quelques exemples de gens que nous suivons. Alors, les violations engendrées par la détention administrative sont multiples et je n'ai peut-être pas le temps de passer en revue toutes ces violations, mais c'est une violation des droits humains. Elle est utilisée pour punir sans inculper ni juger. Donc, on peut se rapporter, par exemple, au pacte international civil, des droits civils et politiques qui a été signé par Israël. Donc, dans ce pacte, il est dit à l'article 9 que nul ne peut faire l'objet d'une détention administrative et que les personnes arrêtées doivent être informées des charges qu'ils pèsent contre elles. Bien sûr, on pourrait nous rétorquer, Israël ne s'en prive pas, que l'article 4 de ce traité autorise les gouvernements à prendre des mesures dérogeant aux dispositions de cet article 9 dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation. Mais il est précisé aussi, et ça a été répété, par le comité qui est en charge de la révision de ce pacte international des droits civiques et politiques, qu'elles ne doivent pas constituer une discrimination envers un groupe particulier et ne doivent pas déroger au droit de ne pas être soumis à la torture. Alors vous savez qu'Israël justifie toujours cet emploi de la détention administrative par l'état d'urgence qui est renouvelé en Israël et par la sécurité d'Israël. Mais les conventions de Genève et les protocoles additionnels n'autorisent aucune dérogation au droit à un procès équitable. Et Amnesty International considère que le droit à un procès équitable est fondamental et qu'il doit être garanti en toutes circonstances. Maintenant, le problème de la torture pendant la détention administrative. Donc, il y a une torture physique, particulièrement lors de l'arrestation et lors de l'interrogatoire, mais pas que. Et aussi, Amnesty considère que la détention administrative peut équivaloir à un traitement cruel, inhumain ou dégradant par exemple, l'incertitude sur la date de libération, le fait qu'il n'y ait pas de défense possible, qu'il y ait des attentes vaines, des cycles répétés d'espoir vain et des désespoirs. Un autre point important des violations, je résume beaucoup, il y a les centres de détention qui sont tous, sauf Ofer, qui sont tous en Israël. Donc ceci est une violation du droit international, de la Convention de Genève, articles 49 et 76. Les détenus originaires des territoires occupés doivent être détenus dans ces territoires. Et puis, la politique refus de délivrance des permis aux familles constitue une pénalisation des détenus et des proches, parce qu'ils ne peuvent pas rendre visite à leurs proches.
Voilà, ça c'est une violation aussi de la Convention de Genève, de l'article 116. Donc la position d'Amnesty, pour résumer, elle estime que l'utilisation régulière de la détention administrative s'apparente à une forme d'emprisonnement politique qui mène à la détention arbitraire des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques. Elle s'apparente à une punition pour des opinions et des affiliations politiques présumées, alors que ces personnes n'ont commis aucun crime. Donc, quelles sont nos demandes ? Nous demandons que les autorités israéliennes libèrent sans délai toutes les personnes placées en détention administrative, à moins qu'elles ne soient rapidement inculpées d'une infraction reconnue par le droit international et jugées dans le respect des normes internationales d'équité des procès. AI les engage à prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à la pratique de la détention administrative et demande aussi aux pays tiers de faire pression sur Israël pour qu'elle mette fin à la pratique de la détention administrative. Alors, comment travaillons-nous à Amnesty sur la détention administrative depuis des dizaines d'années ? Nous avons fait un rapport qui s'appelait « En mal de justice, des Palestiniens détenus sans jugement par Israël ». Donc, où nous faisions toute une analyse de la détention, des violations et de l'historique aussi, voilà, avec des appels aux autorités israéliennes et aux autorités internationales pour aussi expliquer à l'opinion publique ce que c'était que la détention administrative. Depuis, alors on l'a fait en 2012, donc il y a un petit moment. Donc les cas sont un peu obsolètes, mais toute l'analyse est tout à fait d'actualité. Et depuis, nous avons fait ce que nous appelons des actions urgentes en nombre incalculable. Puisque c'est moi qui m'en occupe pour Amnesty France, je peux vous dire que j'en fais au moins une par mois, au moins. Donc qu'est-ce que c'est qu'une action urgente ? Eh bien, c'est une action qui est diffusée au niveau international en 4 langues, en français, en arabe, en anglais et en espagnol, et qui est public, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut s'en emparer et réécrire des lettres avec les demandes d'Amnesty International. Donc l'enjeu, c'est de faire un maximum de pression sur le pays, donc ici sur Israël. Et en même temps, dans ces actions, on reprend toute l'explication sur la situation et voilà. Donc ça donne aussi à l'opinion publique de nouvelles informations. Donc c'est fait ces actions doivent être faites dans un délai assez court, de 6 semaines, surtout dans le cas de la détention administrative. Et ensuite, on peut renouveler les actions urgentes. Qu'est-ce que nous faisons encore ? Nous faisons des communiqués de presse sur des situations particulières, sur des personnes particulières. Et la section française, donc Amnesty France, fait aussi ce qu'on appelle un dossier d'intervention. C'est-à-dire, par exemple, c'est ce qu'on a fait pour Mohamed Faisal Abou Sarka, par exemple, qui était un jeune professeur artiste à l'école de cirque de Palestine. Donc, on continue l'action urgente, en fait, par un certain nombre de groupes qui s'emparent de son cas et qui ne lâchent pas, qui écrivent sans arrêt, qui font des événements pour faire connaître son cas. Il a été libéré au mois d'août. Bien sûr, on n'était pas les seuls à avoir travaillé pour lui, bien sûr. Alors, on travaille aussi dans le cadre de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. On est membre observateur. Et moi, personnellement, je travaille dans 2 groupes. Le groupe de travail des droits de l'homme avec la FPS, la LDH, la plateforme, et aussi maintenant dans le groupe Jérusalem et aussi Made in Equality avec d'autres associations de la plateforme. Donc, évidemment, pour tout ce qui est la détention administrative, c'est le groupe de travail des droits de l'homme qui est en charge et nous essayons de faire des lettres conjointes. Nous avions fait par exemple une lettre conjointe dans le cas de l'alimentation du journaliste Mohamed Al-Kik, par exemple. Et là, nous venons de faire une lettre conjointe qui va être bientôt envoyée à M. Macron dans le cas de Salah Hamouri. Voilà. Donc, les derniers cas suivis de détention administrative par, je vous en cite que quelques-uns, justement, Salah Hamouri, là, sa détention son action urgente, a été lancée le 4 octobre et elle est valable jusqu'au 13 novembre. Donc, si vous avez l'intention de la faire, vous pouvez encore la faire.
Nous avons suivi aussi le cas de Khalid Ajarar, s'est élu au Parlement depuis 2015, quatre actions urgentes en 2015, on en a refait une en août 2017, et la dernière, que j'ai sous les yeux, là, qui est du 9 octobre 2017, après la libération de Kitam Safin, qui, elle, a été libérée le 1er octobre, après être restée 3 mois en détention administrative, mais Khalid Ajarar reste encore en prison, puisqu'elle a une détention administrative de 6 mois depuis le mois de juillet. Je regarde la date, depuis le 18 juillet. Hein. Oui, 2 juillet, confirmation 18 juillet. Donc on a une action urgente, là, qui dure jusqu'au mois de novembre, 20 novembre, si vous voulez aussi la faire. Voilà. Et puis donc je vous disais aussi Ahmed Katamesh, par exemple, qui est un prisonnier d'opinion, qui est un universitaire qui est régulièrement arrêté depuis des années. Je n'ose pas compter le nombre de mois et d'années qu'il a fait. Et là, en 2017, il avait été encore arrêté le 17 mai et relâché le 13 août. Voilà. Nous nous sommes aussi occupés d'un certain nombre de mineurs qui ont été en détention administrative. C'était une pratique qui avait été arrêtée par Israël et qui a été reprise en 2015. Hein. Donc, il y en a eu jusqu'à 16. Voilà, sur 700, il y avait 16 mineurs. Je ne sais pas actuellement combien il en reste. Je crois qu'il en reste 1 ou 2, mais quand même. Voilà, donc de toute façon, Israël se sert de la détention administrative à son gré, augmente le nombre d'arrestations et diminue selon les époques. C'est vraiment une mesure politique d'arrestation pour faire taire toutes les formes d'opposition, on va dire, hein, aussi bien opposition pacifique. Voilà, donc ce que je voulais vous dire sur la détention administrative. Donc maintenant, à partir de la situation qu'on a entendue ce matin, présentée par divers intervenants et aussi par mon ami de Bethléem, hein, sur la situation dans les TPO, sur l'occupation, Amnesty International vient de lancer en juin 2017 une campagne qui s'appelle Occupation 50, à partir d'une analyse qui rejoint tout ce qu'on a dit beaucoup, hein, c'est-à-dire ces 50 ans d'occupation et de violation pendant lesquels Amnesty n'a pas arrêté de faire des rapports sur toutes les violations possibles de démolition, en passant par les arrestations, la torture, enfin voilà. Donc la colonisation, les restrictions à la liberté de circulation, donc toutes ces conséquences dévastatrices sur les droits humains des Palestiniens. Ça, c'était un élément de l'analyse. Un deuxième élément, c'était les condamnations répétées de cette colonisation illégale par les pays tiers, sans beaucoup de conséquences, on l'a dit aussi ce matin. Un troisième élément, c'était le début de l'année 2017, qui nous paraît, et ça a été dit aussi, une année dangereuse, par l'intensification de la colonisation, qui ne s'est jamais bien sûr arrêtée, mais qui a été particulièrement intensifiée et encouragée par la nouvelle administration américaine, comme vous savez. Aussi des lois et des règlements pris en Israël qui montrent, sur les saisies des terres, qui montrent qu'on est en train de franchir une étape vers l'annexion pure et simple de la Cisjordanie, du moins dans l'esprit des autorités israéliennes. Et donc cette colonisation étant un des principaux moteurs des violations massives des droits humains, c'est aussi un crime de guerre, hein, selon le statut de Rome de la CPI, la Cour pénale internationale. Donc au bout de 50 ans, il n'est pas suffisant pour les gouvernements des pays tiers, ce que certains appellent la communauté internationale, hein, de simplement condamner l'expansion des colonies. Il est grand temps qu'ils prennent des mesures concrètes pour mettre fin au financement des colonies. Voilà, donc nous, on trouve que c'est une tragédie, ces 50 années, et que le monde, en fait, s'est habitué à l'ampleur alarmante de l'oppression et de l'humiliation à laquelle les Palestiniens sont exposés quotidiennement. Donc
Amnesty se posait la question, comment les États peuvent-ils continuer à autoriser un soutien financier à une situation illicite? Tous les États ont l'obligation de veiller au respect du droit international humanitaire. Ils ne doivent pas reconnaître ni favoriser cette situation illégale. De plus, ils doivent user de toute leur influence pour mettre un terme à ces violations. C'est leur responsabilité. Donc la conclusion, c'est que en interdisant les produits venant des colonies israéliennes et en mettant en place des lois et des règlements qui empêchent les entreprises d'avoir des activités dans ces colonies, les gouvernements ont la possibilité d'améliorer dans un premier temps la vie des Palestiniens et de faire savoir qu'ils ne toléreront plus le mépris flagrant des autorités israéliennes pour le droit international. On en a parlé ce matin. Donc nous, à Amnesty France, on a fait aussi une analyse au niveau de l'Union européenne et de la France. Et on a constaté, évidemment, ça va de soi, que les relations économiques de l'Union européenne et de ses membres avec les colonies israéliennes contribuent à l'expansion de ces dernières, qui tirent profit des échanges commerciaux avec l'Europe. On a analysé toutes les condamnations de l'État français depuis des années. Et puis on a réfléchi au désir exprimé par le président Macron, alors qu'il était encore candidat, d'être pragmatique sur cette question. Donc, pragmatique, nous lui proposons quelque chose, une action qui va le rendre pragmatique, je pense. Donc, dans cette campagne qui va durer jusqu'au mois de juin, si vous voulez, on a fait une pétition présentant un appel. C'est une première démarche. Cette pétition, elle court jusqu'en fin décembre, début janvier, on va dire. Et là, on va faire un nouveau rapport sur la colonisation et on va essayer, après, de pousser avec la force des signatures pour cette pétition, d'essayer de faire avancer les choses un petit peu. Alors, si je peux avoir la pétition, voilà le texte de la pétition. Donc, interdisez l'importation des produits issus des colonies israéliennes. Donc, Monsieur le Président, la politique de colonisation menée par l'État d'Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est entraîne des atteintes massives aux droits humains des Palestiniens et empêche le développement économique des territoires palestiniens occupés. L'illégalité de l'installation de colonies dans les territoires palestiniens occupés a été reconnue par les Nations unies, avec notamment un vote soutenu par la France au Conseil de sécurité, mais aussi au niveau du Parlement européen et de la Cour pénale internationale. La France doit mettre sa législation en conformité avec ses obligations internationales en interdisant l'importation de biens en provenance de ces colonies illégales et en interdisant aux entreprises françaises d'y avoir des activités. L'avis émis en novembre 2016 par le ministre de l'Économie et des Finances, faisant suite aux lignes directrices de la Commission européenne de novembre 2015, ne peut suffire. Les procédures d'identification des biens et produits importés des colonies israéliennes illégales doivent être appliquées, ainsi que des mesures garantissant l'interdiction d'entrée de ces biens et produits sur le marché français, en prévoyant la mise en œuvre de pénalités qui s'appliqueraient aux entreprises contrevenantes. Par ailleurs, la France doit examiner un système interne de réglementation des entreprises françaises de manière à mettre en place des moyens efficaces garantissant qu'elles n'ont pas d'activité dans les colonies et ne commercialisent pas de produits provenant des colonies. Alors, je voudrais juste faire une petite clarification sur cette pétition. L'appel d'Amnesty International s'adresse exclusivement au gouvernement et aux pays tiers. Il est fondé sur leur obligation juridique internationale de ne pas reconnaître une situation illicite, comme celle des colonies illégales. Donc, on demande aux États de prendre des mesures, et donc là, à l'État français, puisqu'on est en France, des mesures pour empêcher que des biens en provenance de colonies illégales soient vendus dans leur pays. Cet appel concerne leur obligation d'empêcher l'importation de biens en provenance de colonies illégales et d'interdire à leur entreprise d'y avoir des activités. Il est fondé sur le lien direct entre la production de ces produits, l'importation et la stabilité et le développement économique des colonies qui sont la source du droit international humanitaire. Voilà, donc je peux continuer ou j'ai encore 30 secondes ou je m'arrête. Voilà. Je continue un petit peu ?
2 minutes, oui. Donc, Amnesty International ne préconise pas un boycott de la part des consommateurs, ni un boycott culturel, ni un désinvestissement, ni des sanctions. On réclame une interdiction limitée des produits fabriqués dans les colonies illégales et on demande aux États de ne pas autoriser les entreprises domiciliées sur leur territoire à participer à des activités économiques qui impliquent indirectement la reconnaissance des colonies comme situation licite. Voilà, ces interdictions ne constituent pas une imposition de sanctions à l'encontre d'Israël. Mais Amnesty International ne prend pas position sur l'appel palestinien au BDS. Historiquement, l'organisation n'a jamais pris de position sur des boycotts, où que ce soit, dans le monde. Elle soutient toutefois le droit de préconiser le boycott en tant que forme d'action protégée par le droit à l'expression. Voilà. Merci Martine. Merci de nous avoir montré comment des campagnes menées par Amnesty, avec d'autres, permettent de faire avancer les choses. Je voudrais faire mémoire aussi de la campagne qui a mobilisé à Montpellier en soutien aux prisonniers politiques palestiniens qui étaient en grève de la faim, où effectivement, grâce à la pression internationale, grâce à nos mobilisations à toutes et à tous, cette grève de la faim a pu s'arrêter avec, je ne veux dire pas un succès total, mais quand même un certain nombre de points positifs engrangés de ce fait-là. Donc oui, les campagnes, ça paye. Oui, les campagnes, quand elles sont portées en collectif, ça permet de faire avancer les choses et ça permet de faire bouger nos politiques, mais je dirais aussi nos décideurs économiques, nos médias. Et c'est effectivement là toute l'importance de la société civile. C'est dans ce cadre-là que nous nous plaçons et c'est dans ce cadre-là que Robert va pouvoir poursuivre. Eh bien, merci. En préambule, je voudrais dire que c'est la lutte du peuple palestinien qui va le libérer en premier. C'est sa lutte qui est garante de son avenir. À savoir que la création de l'État palestinien sera avant tout le produit de cette lutte. Mais pour autant, la solidarité internationale est nécessaire et indispensable, ne serait-ce que pour hâter cette solution. Et c'est là où nous devons intervenir. Le droit international dénonce, condamne toute une série de choses concernant les pratiques et les politiques israéliennes. Le véritable problème, c'est qu'il y a une incohérence, pour rester mesuré et modéré, il y a une incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Or, plusieurs intervenants l'ont déjà dit ce matin, et encore Martine, cette incohérence doit cesser. Si on veut que le conflit se termine, et de la manière la plus juste possible, c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Il faut exiger que les déclarations d'illégalité des colonies se traduisent en actes. Donc, je vais revenir. La solidarité, c'est là où nous intervenons, c'est de faire pression sur les entreprises, sur le gouvernement, sur l'Union européenne, sur tous les lieux de pouvoir. Tous les lieux de pouvoir. Tous, sans exception, y compris les collectivités territoriales, si nécessaire. Évidemment. Donc, tous les lieux de pouvoir, nous devons intervenir pour exercer ces pressions. Alors, la solidarité, on a parlé du BDS, je vais y revenir, mais je voudrais dire que cette solidarité ne peut pas se limiter à une forme particulière ou une autre. La coopération décentralisée, qu'on appelle parfois jumelage, entre collectivités territoriales palestiniennes et françaises, ça fait partie de la solidarité. Ce qu'a dit Martine concernant les prisonniers palestiniens, ça fait partie de la solidarité. Les prises de position communes sur l'interdiction des produits, comme l'a encore dit Martine, ça fait partie de la solidarité. Toutes les interventions que l'on peut faire vers les autorités françaises en font partie aussi. La campagne qu'il y a eu pour la reconnaissance de l'État de Palestine à l'ONU
et sa prise en compte comme État membre plein et entier à l'ONU, ça en fait partie aussi. Donc, vous voyez, l'action doit être multiforme. Et qu'est-ce qui fait la convergence de toutes ces actions? Ben, c'est le soutien aux objectifs politiques du peuple palestinien. Et en tout premier, le respect de ses droits nationaux. La création de l'État palestinien, conformément au droit international, c'est l'objectif, ce n'est pas le seul. Il y a le droit au retour des réfugiés, il y a toute une série de revendications, mais la revendication de l'État palestinien est centrale. Et elle est entravée, empêchée par la colonisation. Donc, nos actions, en tous les cas en ce qui concerne la FPS très nettement, mais il en est de même pour toutes les organisations qui sont à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, le CCFD, dont Jean-Marie fait partie, d'autres encore, eh bien, toutes ces organisations ont pour objectif principal l'arrêt de l'occupation et la création de l'État palestinien. C'est-à-dire que le peuple palestinien recouvre ses droits nationaux enfin. Alors, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que notre soutien à la lutte du peuple palestinien, ça doit être aussi le soutien, la solidarité avec les anticolonialistes israéliens. C'est un facteur extrêmement important. Nous avons besoin que ce secteur de la population israélienne, on le soutienne et qu'on n'hésite pas à le soutenir. On doit le soutenir de tout cœur, c'est important. Parce qu'il va nous donner le moyen de s'ouvrir à cette union qui doit se faire pour un combat commun. Et j'ai entendu ce que disait Adam Aloni ce matin, Adam de Bethléem qui est là. Je trouve ça très important. L'an dernier, nous avons par exemple ici invité des objecteurs de conscience israéliens. Ben, on a vu 5 jeunes absolument magnifiques qui étaient des Palestiniens d'Israël, mais aussi des Juifs israéliens. Désolé de parler de ça en ces termes, mais bon, c'est la réalité, on ne peut pas y couper. Eh bien, ces objecteurs de conscience doivent être soutenus. Ils sont emprisonnés. Certes, ce n'est pas la prison que subissent nos amis palestiniens, ce n'est pas la prison de la même manière, mais il n'empêche, il y a le symbole. Je sais que Ayman Odeh, par exemple, qui est là, est allé plusieurs fois rendre visite aux objecteurs de conscience israéliens. Cette lutte commune est importante, elle ne doit pas être négligée. On doit aussi soutenir toutes les ONG en Israël, palestiniennes comme non palestiniennes, on doit soutenir contre la répression qu'ils subissent de la part de ce gouvernement d'extrême droite qui est au pouvoir en Israël déjà depuis pas mal de temps. Vous savez, le gouvernement israélien, il serait en France ici, tous ses dirigeants seraient en prison. Tous. Pour racisme et appel au meurtre et je ne sais quoi d'autre. Ils seraient tous en prison. Pas un serait dehors. Ils ne seraient pas en détention administrative, je vous le garantis, ils seraient jugés directement. Donc, nous devons absolument avoir cette attitude de soutien à la résistance et à la lutte des anticolonialistes israéliens, comme le soutien aussi à la résistance populaire non violente en Palestine, que nous avons régulièrement toujours soutenu à la FPS. Voilà. Alors, le blocus de Gaza, évidemment aussi, etc., etc. J'en oublierai certainement, mais je veux dire, il ne faut pas se limiter à un aspect. Il faut développer sur tous les plans. Je vais en venir maintenant aux actions plus particulières qui peuvent nous intéresser en ce qui concerne l'action, disons, en prolongement de ce que disait Martine, pour faire pression pour que cessent les activités de soutien à la colonisation. Comme je le disais, l'AFPS, qui est engagée dans cette campagne boycott des investissements, sanctions avec ses partenaires du collectif national, a pour but de faire pression sur cet État pour qu'il se conforme au droit international. Et ça passe pas forcément par une pression directe, dont nous sommes peu maîtres, mais ça passe par la pression sur notre gouvernement, sur nos institutions,
pour qu'eux agissent. Alors, les actions que nous sommes conduits à mener tournent dans cette direction. Il y a ce qu'a dit Martine tout à l'heure, je ne vais pas développer dessus, l'interdiction des produits des colonies. Car enfin, est-ce qu'on peut dire que des colonies sont illégales depuis des années et accepter que les produits de ces colonies rentrent en France ou en Europe? Mais qu'est-ce que ça veut dire alors le mot illégal? Il veut dire quoi? Il ne veut rien dire. Il est vidé de son contenu. Donc ça, c'est une bataille fondamentale. On en a eu un exemple ici. C'est pour vous dire à quel point ça va. L'an dernier, non, en début de cette année, je ne sais plus, le temps passe. En début de cette année, on a eu une expo de vin. Vinisud, ça s'appelle. Vinisud. Et on a été alerté. Une amie nous a dit, il y a des vins en provenance d'Israël à cette foire des vins. Ah. Eh bien, on s'est aperçu que ces vins étaient produits dans des colonies. D'accord? Donc, on est intervenu. On est intervenu, dans un premier temps, en exigeant d'en savoir plus et en demandant à l'organisateur du salon à ce qu'il soit indiqué que cette entreprise n'est pas une entreprise israélienne, mais qui est une entreprise des colonies israéliennes. On a eu gain de cause. Ça a été une bataille un peu compliquée, mais on a eu gain de cause. Donc, dans la liste des entreprises présentes dans ce salon de vin, il a été marqué Golan, GHW, c'est ça, Golan Heights Winery, Israeli Settlement. Ça a été marqué. Dans la base de données des entreprises de la foire, c'était marqué Israeli Settlement. Nous avons obtenu cela. Mais nous sommes allés ensuite sur le stand de ces gens-là. Toutes les bouteilles de vin étaient marquées « Produit en Israël ». Toutes. Mais vous savez qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le vin. C'est que chaque bouteille doit être marquée avec son origine réelle. C'est une question de terroir, de trucs. C'est quelque chose d'obligatoire. Donc, chaque produit est identifié du point de vue de sa provenance. Donc, avec le commissaire de l'exposition qui a fini par jouer le jeu, parce qu'on lui a montré tous les textes qui disent que l'étiquetage ne doit pas être trompeur et qu'il y a une directive qui dit que ce qui vient des colonies doit être marqué « produit des colonies », c'est français, c'est européen. Ce n'est pas nous qui le demandons, c'est marqué. Eh bien, on est allé lui dire, vos bouteilles, c'est de l'escroquerie. Elles viennent pas vous ne marquez pas que ça vient des colonies. Le commissaire lui a dit, vous devez le marquer. Il s'était engagé, puis il ne l'a pas fait. Alors du coup, le commissaire a dit, ben, l'an prochain, vous ne serez plus là. On ne vous acceptera pas. C'est une première petite victoire. Mais ce qui est grave, c'est que lorsqu'on demande à la Direction générale de la concurrence, des consommations et des fraudes, de la répression des fraudes, lorsqu'on leur dit il faut agir, il y a des bouteilles en France qui sont marquées Golan Heights Winery, produit en Israël, alors qu'elles viennent des colonies. Ils le disent eux-mêmes, ils l'écrivent même sur la bouteille. Eh bien, la Direction des fraudes ne répond pas. Ils ne sont pas au courant. Alors, on les met au courant. Mais il y a l'inertie. Vous savez, il y a quelque chose de très fort quand l'État ne veut pas appliquer une mesure qu'il a lui-même édictée. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? L'inertie. Il ne répond pas. La bureaucratie, le truc qu'il faut, qui ne bouge pas, qui s'en fout. Et puis vous leur dites, mais c'est vous qui avez mis cette directive en place qu'il faut écrire produit des colonies. Où êtes-vous pour la faire appliquer? Ah, ce n'est pas notre service, c'est un autre. Et l'autre, ce n'est pas lui, c'est encore un autre. Et à la fin, ça tourne en rond. Et ça fait déjà 8 mois que ça dure. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire des vins, c'est que d'autres pays, Belgique et d'autres, ont pu avancer dessus. Et ils utilisent maintenant partout, dans plusieurs pays européens, cette vérification sur les vins
est mise en place et elle a avancé en Belgique et elle a avancé ailleurs. On commence à avancer petitement en France, mais si petitement, si petitement. Vous savez, ils essayent de nous avoir à l'usure. Mais comme on est des gens têtus, on ne s'usera pas. C'est peut-être eux qui s'useront avant. Donc, on va continuer. Ils veulent jouer au petit jeu comme ça, de ne pas être au courant. On va continuer à les mettre au courant. On a écrit au ministère des Affaires étrangères et dessous. Donc, la bataille continue. Il ne faut pas se décourager. C'est comme ça qu'on gagne. Et là, je passe à une autre campagne qui a eu lieu, même deux autres. Veolia. Veolia, maintenant, n'est plus présent en Israël. A vendu tous ses actifs. Il s'est retiré d'Israël. Et pourquoi? En 2006, j'ai acheté des actions Veolia et je suis allé à l'Assemblée générale et j'ai dit, mais vous êtes en train de construire le tramway de Jérusalem, c'est contraire au droit, etc., etc. C'était le PDG de l'époque, c'était Henri Proglio. Très sûr de lui, arrogant. Nous n'arrêterons pas, nous avons 1000 collaborateurs en Israël, nous sommes très fiers de travailler là-bas et nous en clair, circuler, il n'y a rien à voir. Seulement, maintenant, ça fait à peu près 1 an que Veolia a arrêté toutes ses activités en Israël. Parce qu'il y a eu une campagne internationale contre Veolia, contre son implication dans le tramway de Jérusalem, plus d'autres affaires dans les colonies, et ils se sont retirés. Et ils se sont retirés non seulement de l'activité avec des colonies, mais de toute l'activité. Et pourquoi? Parce que séparer les activités purement des colonies des autres activités qu'ils avaient était très compliqué. Il y a une telle imbrication entre l'économie israélienne et l'économie des colonies israéliennes que parfois c'est très difficile. Vous savez, la confusion qu'établit Israël entre les colonies et le territoire proprement dit israélien, ils essayent d'effacer la ligne de 67. Ils essayent de l'effacer. Donc, eux-mêmes conduisent à la confusion entre les deux. Les colonies, c'est Israël, ils vous le disent. Eh bien, si les colonies sont Israël, ça fait que lorsque vous tirez les chevaux à partir des colonies, eh bien, vous arrivez à l'économie israélienne. Et donc, Veolia a constaté qu'il ne pouvait pas vraiment couper tout lien avec les colonies sans se barrer d'Israël. Eh bien, c'est tant mieux. Pourquoi pas? Orange, une autre campagne qui a eu lieu et qui a permis de gagner 4 années. 4 ans il a fallu. Et une mobilisation sur plein de villes. Eh bien, au bout de 4 ans, on a gagné. Orange a rompu ses liens avec l'opérateur téléphonique partenaire. Nous avons gagné là encore. Il a fallu 4 ans. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut s'obstiner. Il ne faut pas se décourager. Mais au-delà encore de cela, maintenant, nous lançons une campagne. Et là, l'enjeu, il est intéressant. Il est gros. Nous lançons une campagne avec... La campagne Orange n'a pas été menée par la FPS. Elle a été menée conjointement par 7 organisations. La FPS, la LDH, la FIDH, le CCFD, Al-Haq, la CGT et Solidaire. 7 organisations. Oui, parce que nous aimons travailler de manière rassemblée. Si on veut gagner, il faut rassembler les forces. Quand on travaille seul, eh ben, on met beaucoup de temps pour gagner au cas où on gagne. Non, nous, on est pour le rassemblement. Donc, nos objectifs sont clairs. On s'appuie sur le droit international parce que c'est ça qui rassemble les gens. Et en s'appuyant sur le droit international, on est plus fort. Donc, je reviens à mon propos. Voilà. La campagne sur les oranges, la voilà. Merci Jean-Marie, j'avais apporté les brochures et toi aussi, c'est parfait. Et la campagne sur les banques, voilà le rapport qui a été fait par nos 7 organisations que j'ai citées, plus Fair Finance France, qui est une 8e organisation qui s'est rajoutée. Ce rapport est très étayé et montre très clairement que les banques israéliennes sont un pilier de la colonisation.
Forcément, comment vous financez les infrastructures, les routes, les colons qui achètent des logements, les entreprises qui s'installent, les machins, les trucs? Il faut des banques. Eh bien, les banques israéliennes sont intimement liées au développement de la colonisation. Donc, nous nous adressons non pas aux banques israéliennes pour leur dire d'arrêter, parce que ça, c'est pas demain la veille, on s'adresse aux banques françaises. Ce que je vous disais, vous tirez le fil de la colonisation et vous arrivez à la BNP, à la Société Générale, au Crédit Agricole, AXA et à la Banque Populaire, au groupe de la Banque Populaire. Vous voyez, on a tiré le fil des colonies. Mais on ne s'arrête pas aux colonies. On ne s'arrête pas aux colonies. On va au bout du fil. Et on retrouve ces 5-là dans cette campagne. Et on leur dit, bon, maintenant, c'est clair, vous ne pouvez pas le nier, il y a votre implication dans la colonisation. Vous devez couper tout lien avec les banques israéliennes. Tout lien. Pour l'instant, ils font les morts. Vous savez, le principe de l'usure. On attend que ça se passe. Mais ça commence à bouger. Il y a 2 jours, il y a un groupe local de la FPS qui a reçu un courrier de la Caisse d'épargne qui implicitement reconnaît qu'on a tout à fait raison. Mais leur conclusion, c'est de dire on ne peut rien faire tant que l'État français ne nous dit pas qu'il ne faut pas le faire. D'accord? Les banques, on attend que l'État français nous dise. Ça veut dire que, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il faut se battre dans tous les lieux de pouvoir. Donc l'État français, il faut le mettre aussi sous pression. Mais pour autant, ils ne sont pas quittes avec cet argument. On ne s'en satisfait pas. Il n'est pas question de s'en satisfaire. Donc nous continuons à les poursuivre, nous continuons à faire pression, tous ensemble, envers eux. Aujourd'hui, 14 octobre, pas chez nous parce que nous avons ce colloque, mais dans plusieurs villes de France, il y a des actions menées en direction des banques pour leur rappeler notre bon souvenir sur ce rapport. Donc, on continue. Et nous ouvrons une nouvelle perspective bientôt, à savoir que nous allons nous adresser à tout ce qui est agence de notation et cabinet conseil sur le thème de l'investissement socialement responsable. Parce qu'en plus, certains de ces cabinets, un en particulier, qui est très important, très gros, qui est un des plus gros, a établi une liste, une base de données où il veut indiquer toutes les entreprises qui sont liées à la colonisation et à l'occupation de la Palestine. On a découvert ça il y a quelques jours. C'est extrêmement intéressant. Mais plus fort aussi et plus intéressant aussi, c'est que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a établi une liste de 150 entreprises multinationales qui sont impliquées dans l'aide à l'occupation et à la colonisation. Ce conseil a donc écrit à ces 150 entreprises et il leur dit attention, vous êtes impliqués. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit. Vous avez des risques juridiques. Et puis vous pouvez avoir une mauvaise réputation. Est-ce que c'est vraiment votre intérêt? Alors Israël et les États-Unis ne voulaient pas que cette liste se fasse. Et cette liste n'est pas encore publique. Elle le sera en décembre, en fin d'année. Pour l'instant, les 150 entreprises sont alertées. Ceux qui disent qu'ils vont arrêter, je suppose qu'on les enlèvera de la liste, parce qu'on est sympa. Enfin, ce n'est pas nous, c'est le Conseil des droits de l'homme. Et d'ores et déjà, certaines entreprises ont répondu en disant « on va cesser ». Et si on ne peut pas faire autrement, on finira notre contrat en cours, mais on ne renouvellera pas. Eh bien, c'est déjà une belle victoire. Hein. Donc, on va poursuivre dans cette direction. Et ce que nous savons, c'est que la ministre de l'économie palestinienne a écrit aux 4 banques et à AXA la même démarche en leur disant attention, vous êtes impliqués, le rapport le démontre, le rapport que nous avons fait le démontre, alors qu'est-ce que vous faites? Ils n'ont pas reçu de réponse à notre connaissance pour l'instant.
Saeb Erekat, qui est le représentant, qui est secrétaire général de l'OLP, a écrit à Le Drian, le nouveau ministre des Affaires étrangères, en lui disant attention, les 4 banques, l'assurance, là, ça ne va pas. Il faut faire quelque chose. Le Quai d'Orsay ne répond pas. Vous voyez? Toujours la même technique. L'usure. Je ne bouge pas. Je ne suis pas au courant. Tu peux toujours écrire. Mais ils finiront par craquer. Parce qu'on va continuer à mettre la pression. Et la pression n'est pas que française. Aujourd'hui, nous avons constitué un réseau de consultants et de militants, des consultants militants et des militants consultants, si on veut, les deux, au niveau de toute l'Europe. On a échangé nos informations. C'est avec l'aide de certains d'entre eux que le rapport sur les banques a été établi. C'est avec l'aide de certains d'entre eux que l'affaire des vins dont je vous ai parlé à l'instant s'est étendue sur plusieurs pays européens et est allée devant l'Union européenne. Le député européen Pascal Durand, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici il y a 1 an et demi, 2 ans, à Montpellier, avait brandi les bouteilles avec l'étiquette trompeuse en intervenant au Conseil de l'Union européenne. Il avait brandi, il avait montré. Et le gérant de la boîte qui tient ça, qui s'appelle Casimex, qui est installé en banlieue parisienne, il était à l'Union européenne, devant le Parlement européen, et il a été mis en accusation parce que nous avions alerté les députés. Donc, vous voyez, quand on travaille de manière rassemblée, on avance. Et ce rassemblement qui se fait, il est précieux parce que nous avons aujourd'hui des liens et des échanges d'informations. C'est quelque chose qu'il faut faire vivre, qui est très important. Et je suppose que j'ai pas mal bouffé de temps, non? Non, ça va? Bon, ben ça va. Je peux encore continuer un peu. Et donc, un point que je peux rajouter sur un autre aspect, c'est sur l'étiquetage. Je vous ai dit donc qu'on a eu une directive européenne qui a été longue à venir pour dire que les produits des colonies doivent être étiquetés comme produits des colonies. Que l'Union européenne l'a fait, que la France l'a donc sorti un règlement de la direction des fraudes pour confirmer cette décision et qu'ils ne le font pas. Et c'est toujours pareil, si vous voulez. On intervient devant des grands magasins, des hypermarchés, des magasins, en leur disant « Attention, les produits que vous avez sont-ils étiquetés convenablement ? Pouvez-vous être sûr que les produits que vous vendez où sont marqués Israël, produits d'Israël, êtes-vous sûr qu'ils ne viennent pas des colonies ?» Ben, ils ne sont jamais sûrs, et pour cause. Pour une raison très précise, c'est que c'est Israël elle-même qui crée la confusion. Encore une fois, c'est un point extrêmement important. Le fait qu'Israël considère que les colonies, c'est Israël, se retournera contre elle tôt ou tard. Parce que quand, par exemple, un directeur de magasin dit « je ne sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est des colonies ou pas », on lui dit bah, « si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le mettre, c'est plus prudent. Vous ne pouvez pas vendre ces produits-là. » On a eu quelques réussites. On a eu des intermarchés, mais des casinos aussi, qui retirent les produits qu'ils craignent être des colonies. C'est des petites choses, mais tout ça, c'est pour créer un mouvement dans l'opinion publique. Parce que c'est l'opinion publique qui va faire inverser les choses, qui va nous faire avancer. C'est le soutien de l'opinion publique. Quand des clients s'adressent dans des magasins en leur disant « mais ce truc-là, les dates, 9 fois sur 10, ça vient des colonies, si ce n'est pas 10 sur 10. » Vous voyez? Donc, tout ceci s'accumule et nous souhaitons que ça s'accumule pour aller dans le sens d'une action de la population directement en disant non, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas garantir ce que vous prétendez. Et je vais terminer sur un point qui me semble très important.
Le conseil départemental, ici nous sommes dans un bâtiment qui appartient au conseil départemental de l'Hérault. Le conseil départemental de l'Hérault, en septembre 2011, a voté une motion demandant à la France de reconnaître la Palestine comme État membre de l'ONU. Il l'a voté à l'unanimité. Bon, il a changé depuis, donc, mais peu importe, le conseil départemental l'a voté. Ce vote n'a pas été remis en cause depuis. Ce vote ensuite a été repris par la mairie de Montpellier. Le mois suivant, il a été voté pareillement. Ensuite, c'est la ville de Lodève, si j'ai bonne mémoire, qui l'a voté aussi, dans les mêmes termes, de manière majoritaire, non unanime. Mais voyez, les idées sont parfois longues à cheminer, mais nous ne voulons pas oublier et nous n'allons pas oublier que le conseil départemental a voté cela, que la mairie de Montpellier l'a voté aussi, et s'ils ne veulent pas le respecter, qu'ils disent qu'ils renient ce vote. Mais pour l'instant, personne ne l'a renié. Donc pour nous, il est valable. Merci. Merci Robert. Maintenant, l'heure vient du débat avec vous. Alors je rappelle un peu les règles. On a un peu plus d'une demi-heure. Des interventions courtes. Nous prenons une série de questions à chaque fois. 4 questions, pas plus. Et après, on reviendra vers vous. Et puis, je demande à nos 2 amis, Martine et Robert, d'être, si possible, également courts dans leurs réponses pour permettre de traiter le maximum de questions. Alors, à vous la parole. Oui, alors... Bon, alors, je reprécise ce qui est en train d'être dit. Donc, c'est la campagne des prisonniers politiques. Mais il y a donc le drame de Salah Hamouri qui a été arrêté pour la seconde fois fin août, qui est en rétention administrative. Et nous distribuons depuis, à travers la France, toute la FPS a fait une campagne pour sa libération. Donc, Françoise va distribuer des cartes que vous pouvez signer. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Comme dit Robert, c'est vraiment en agissant, même si on a des doutes. Et je l'ai remarqué également avec Amnesty International, dont je suis également membre. J'ai constaté depuis 20 ans dont je suis membre qu'énormément de gens à travers le monde ont été quand même libérés grâce à ces campagnes. Donc, il ne faut pas les minimiser. Agissez. Merci. Alors, n'hésitez pas à signer, mais n'hésitez pas à poser des questions non plus. À vous. Ma question est à Robert Kissous. J'aurais voulu avoir un point de savoir où en est la question des banques, mais il est peut-être trop tôt pour avoir une réponse. Alors, je voudrais me reporter dans le passé. Est-ce qu'on peut avoir un rappel de l'arrêt Brita, qui me paraît très intéressant? Oui, bonjour. Ma question elle est en fait en deux parties. Une première partie sur cette distinction qu'on essaie de faire entre l'État d'Israël et les colonies, qui me semble assez flou, pour rester poli, comme Robert. Parce que s'il y a colonie, c'est que derrière, il y a un État colonisateur. Un État qui ne peut pas et ne doit pas être condamné uniquement parce qu'il y a des colonies, mais parce que c'est un État qui pratique le terrorisme sur les populations civiles dès qu'il y a conflit. C'est un État qui décrète et applique des punitions collectives. C'est un État, je veux dire que la panoplie de dépassement des droits, du droit international, des droits humains par cet État fait qu'il est en position d'être aussi condamnable que l'a été l'État d'Afrique du Sud. Ou même, si on prend les canons d'aujourd'hui, qui sont appliqués aujourd'hui à l'ère de Macron, de Trump. Merci d'en rester à la question. Oui. Hein. Non, voilà. Juste pour dire, aujourd'hui, on est capable, enfin,
je ne parle pas de nous, hein, je parle des forces internationales, de balayer un État comme l'Irak, de balayer un État comme la Syrie, pour beaucoup moins que ce que Israël perpètre depuis sa création et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'était juste la première partie. La deuxième partie, elle est plus courte. C'est en Palestine et dans la plupart des villes et villages palestiniens existent des collectifs et des associations de Palestiniens qui sont en train de construire l'État palestinien dans les champs, dans les écoles, dans leur travail avec les femmes, dans leur travail avec les enfants, avec les handicapés, avec les prisonniers. C'est aussi notre devoir de les recenser et de les soutenir. Parce que si c'est les Palestiniens par leur lutte qui vont créer l'État de Palestine, c'est ces Palestiniens-là, et non pas ceux qui siègent dans les organisations internationales ou les postes de représentants de l'État de Palestine, qui vont faire bouger les choses. Merci. Merci. Il y a une question là-haut, oui. Oui, une question. Bonjour à tous. Il y a une question là-haut, on revient vers vous après. Merci, bonjour. Alors écoutez, moi ma question elle va être, j'espère, courte. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Et assez simple. En fait, il y a une véritable confusion sémantique qui est créée plus ou moins volontairement, il me semble, entre souveraineté, entre droit, non-droit, légalité, illégalité, engagement. Est-ce que, en fait, ce qui permet de vaincre quelque part, ce n'est pas le fait, non pas la machine judiciaire qui est très lourde, hein, comme l'a dit Robert, et qui souvent se trouve confrontée à un mur, mais est-ce que ce n'est pas le fait d'arriver à dépasser ces clivages en arrivant à un autre clivage qui est moral, cette fois-ci, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux pressions que font les gens, que font, disons, le citoyen lambda, le citoyen du monde. Est-ce que ce n'est pas ça qui gagne par rapport à toutes ces lois en fait, qui ne sont pas respectées? C'est ma question. On y reviendra peut-être. Il y avait une dernière question Oui. là, et puis après on va proposer aux Dernière intervenants question de répondre. brièvement. Merci pour la qualité des débats de ce matin et de maintenant. Ma question sera assez courte. Elle s'adresse à Martine Brisemur. Dans votre intervention ce matin, vous avez parlé, tout à l'heure, pardon, vous avez parlé du boycott donc des produits des colonies. Et vous en avez parlé en termes boycott partiel. Pourquoi pas un boycott total? Voilà. Merci. Voilà. Alors, je vous remercie. Alors, moi, j'ai parlé de l'appel d'Amnesty à l'interdiction des produits issus des colonies en expliquant bien que ce n'était pas un boycott. Il y a une différence entre le boycott et l'interdiction. Un boycott, c'est un appel à la population, aux consommateurs, etc., à tout le monde. Hein. Nous, on ne se place pas, de par notre mandat, on ne se place pas sur ce terrain-là, on se place sur le terrain du droit et donc la responsabilité des États, de tiers, comme on dit, du monde entier, qui font partie de l'ONU, qui ont signé les conventions, qui ont signé la Convention de Genève, etc. Donc nous, on s'adresse à ces gouvernements, à ces États, pour qu'ils mettent en place une législation pour interdire l'importation des produits issus dans les colonies, plus de mettre en place la législation pour interdire aux entreprises qui sont dans leur pays de faire prospérer ces colonies parce qu'elles sont illégales de par le droit international. Donc ce n'est pas du boycott. Après, j'ai simplement mentionné, parce que c'est une question qu'on pose souvent, on a mentionné que Amnesty n'a jamais préconisé le boycott dans aucune situation. Ce n'est pas un moyen que Amnesty utilise, voilà. Maintenant, puisque ça existe, il y a des campagnes de boycott bien connues. Hein. Nous, on a dit, on n'a pas de position là-dessus, mais on dit simplement que pour nous, c'est une façon d'agir tout à fait pacifique et donc que les gens qui utilisent ou les organisations qui utilisent ces campagnes ont le droit de le faire si ça leur semble juste et efficace. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Hein. Donc ce n'est pas du boycott. Et surtout, ne donnez pas des armes aux autorités israéliennes qui, en ce moment,
veulent absolument faire passer notre appel pour du boycott parce que ça les arrange et interdire comme cela à Amnesty Israël de pouvoir continuer à recevoir des dons puisqu'Amnesty ne reçoit aucune subvention, ne vit que par les dons et les legs qui leur sont donnés. Donc voilà. Donc c'est parce que s'ils arrivaient à prouver que c'est du boycott, justement, parce que ça n'est pas, hein, on aurait, enfin du moins Israël aurait beaucoup de problèmes, hein, on n'aurait plus d'argent. C'est ce qu'ils veulent, bien sûr. Hein. Et puis nous serions mis, enfin nous, je veux dire ceux qui ne sont pas d'Israël, serions sur une liste noire, la même que celle qui préconise le boycott, et on aurait des problèmes pour entrer en Israël. On en a déjà un petit peu, mais enfin bon, on en aurait encore plus. J'ai bien répondu à votre question? On y reviendra si nécessaire. Tout d'abord, notre position, je ne me suis peut-être pas bien exprimé, j'ai peut-être insisté trop sur un aspect ou un autre, mais notre position ne se réduit pas aux colonies. J'ai bien précisé, on part des colonies et on arrive aux banques françaises. En aucun cas, les banques françaises sont des banques dans les colonies israéliennes. On a simplement tiré le fil à partir de là. Et on est arrivé aux banques françaises. On ne se limite pas aux colonies. On condamne tout ce qui sert l'occupation et la colonisation. Tout. Donc on tombe sur les banques françaises. Mais avant, on est tombé sur Orange, qui n'est pas non plus dans les colonies françaises. C'était un téléphoniste, une compagnie de téléphone mobile israélienne qui était dans les colonies. Et la compagnie France Télécom Orange était en relation avec. C'est une histoire un peu longue, un historique, peu importe, la relation était là. Donc, vous voyez, il ne faut pas se limiter aux colonies. Il faut combattre tout ce qui profite à l'occupation et à la colonisation, tout, sans exclusive. Maintenant, pour ce qui concerne la répression, etc., c'est évident. C'est pour ça que j'ai dit que la solidarité ne doit pas se limiter uniquement aux aspects économiques, encore moins, colonie ou pas colonie. Quand on fait les journées de combat pour la libération des prisonniers palestiniens, on ne prend pas uniquement les prisonniers qui sont rattachés à une activité de colonisation. Ça n'aurait pas de sens, aucun sens. C'est tous les prisonniers palestiniens. Donc là, il n'y a pas de notion de colonisation ni d'occupation. Il y a tout simplement des victimes d'une politique coloniale. Quand il y a des actions contre le blocus de Gaza, ce n'est pas non plus une question de colonisation. Quand on demande la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et par l'ONU, et dans l'ONU comme État membre, la colonisation n'a rien à y voir. Donc, il ne faut pas interpréter en disant qu'on restreint aux colonies. Pas du tout. Simplement, nous avons une manière d'agir où, à la fois, nous visons l'objectif que se fixent les Palestiniens, à savoir celui d'un État palestinien, et en même temps que nous avons pour objectif de rassembler les forces. Rassembler les forces, c'est pour gagner. On ne veut pas se contenter d'une attitude protestataire. On peut protester. Bon. Et si on ne gagne pas? Moi, personnellement, j'ai envie de gagner. Je ne veux pas seulement être dans une attitude protestataire. Pour gagner, il faut rassembler. Pour gagner, il faut être sur la base qui nous a permis de réunir tous ces éléments d'organisation au niveau européen pour converger sur la question du vin des colonies israéliennes, sur la question des banques françaises et belges et machin et trucs, etc. C'est comme ça qu'on construit un mouvement aussi. Et rien n'empêche que, comme je le disais, ce n'était pas par hasard que je le disais, rien n'empêche que Israël, faisant la confusion entre l'Israël reconnu internationalement et la colonisation, elle se tire une balle dans le pied. Elle se tire une balle dans le pied. C'est le pays, Israël,
qui crée lui-même les conditions de la confusion entre lui et les colonies. Donc, si on est amené à conclure qu'on ne sait pas d'où viennent les produits, eh ben, on boycotte tous les produits dont l'origine est inconnue. Voilà. Je vais donner un exemple qu'on a appris récemment. Oui, je vais donner un exemple qu'on a appris récemment. Israël a changé les codes postaux. Pourquoi? C'est très amusant. C'est à partir des codes postaux, tels qu'ils étaient définis en commun en 2005 avec l'Union européenne, que l'Union européenne détectait les produits qui venaient des colonies. Parce qu'eux se basent effectivement uniquement colonisation. Israël a changé les codes postaux. Elle a rendu la reconnaissance de ce qu'est colonie extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Donc, ils fraudent sur les taxes douanières, puisqu'on ne sait plus d'où viennent les produits, parce que les produits qui ne sont pas des colonies bénéficient d'un tarif douanier préférentiel. Ceux qui sont des colonies, on les laisse rentrer, ce qui est de la folie, quoi. Hein. On laisse rentrer des produits que par ailleurs on dit illégaux, et ils payent la taxe pleine et entière. Donc, en créant cette confusion, ils ont changé les codes postaux pour créer la confusion. Eh bien, un jour, pas trop tard, j'espère, on dira au ministère des Affaires étrangères, mais attendez, vous dites vous-même, c'est eux qui le disent, vous dites vous-même que vous n'arrivez plus à distinguer les produits de colonie de ce qui n'est pas colonie. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous préconisez en réponse? Voilà. Voilà comment on travaille, voilà comment on souhaite arriver à élargir le front de tous ceux qui combattront cette affaire. Tu nous parles des banques? Ah question oui. de Philippe. Non, la question de Philippe, c'était Brita. Oui. C'était par rapport à SodaStream. Ce que disait le jugement Brita, c'est que, confirmé, je ne me souviens plus des détails parce que comme on a fini par obtenir que SodaStream ne sévisse plus dans les colonies, le dossier m'est un peu sorti de l'esprit. Ça fait quelques années. Parce qu'on a mené des procès. On a fait des procès contre la société qui importait les produits SodaStream qui étaient produits à Ma'ale Adumim, une colonie toute proche de Jérusalem. On a perdu le procès, entre parenthèses, malgré, cette fois, un inspecteur de la direction des fraudes qui était très correct, très honnête, qui avait fait un PV condamnant l'entreprise d'importation qui importait ce produit. C'était très net. On est allé avec ça au tribunal. Le tribunal a dit c'est pas important. C'est pas important. C'est vrai, l'étiquette, elle est fausse. Il y a tromperie, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que ça empêche les gens ou que c'est un élément de décision dans l'achat de ce produit. Donc, on ne condamne pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon. Donc, le jugement Brita, c'était pour dire les produits, c'était pour rappeler, les produits qui viennent des colonies doivent payer la taxe entière. Mais c'était uniquement sous le paiement, sous cet angle-là. Bon, je le résume. Hein, et on a réussi à faire condamner l'entreprise qui importait à 120 000 € d'amende pour trafic sur les tarifs douaniers. Mais le plus intéressant, c'est que la campagne internationale qu'il y a eu contre SodaStream a abouti à ce qu'elle se barre de Ma'ale Adumim. Or, quand elle s'en va de Ma'ale Adumim, c'est quand même pas rien. Parce que Ma'ale Adumim fait partie du plan israélien de l'annexion de Jérusalem. Tout ce qui peut affaiblir la colonie de Ma'ale Adumim est bon à prendre. Tout. Et le départ de SodaStream, alors il s'est fait avec les déchirements, avec le PDG de SodaStream qui pleurait parce qu'il allait perdre, que nous avions fait perdre des emplois aux ouvriers palestiniens, et il était très malheureux. Et bon, le problème, c'est que la valeur de l'action de SodaStream se cassait la gueule et il fallait quand même partir. C'était plus sûr. Alors, on reprend une série de questions. Allez-y, allez-y. C'est très rapide, très rapide. Juste peut-être plus à l'adresse de Martine Brisemur. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait ce désintérêt pour le cas Salah Hamouri des médias, alors qu'on a eu une occasion
où on aurait peut-être pu faire un parallèle avec Loup Bureau qui a été libéré par l'action express du gouvernement et du président de la République. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, comment vous interprétez, qu'est-ce qui fait ce désintérêt à la fois des médias, bien sûr, mais aussi de nos instances gouvernantes? Merci pour ces interventions très riches. Je veux peut-être, c'est une petite intervention, une courte intervention, ajouter 2 points qui me semblent extrêmement importants. Quand il s'agit de la mobilisation de la société civile, mais également quand on travaille avec nos partenaires israéliens, les ONG israéliennes, mais également avec des responsables des ONG palestiniennes, mais des responsables de l'OLP au niveau de la Palestine, on peut obtenir de très belles victoires, comme ça a été le cas pour le téléphérique. Il y a un téléphérique qui était en projet de construction à Jérusalem-Est, qui relie Jérusalem-Ouest au Mont des Oliviers en traversant Jérusalem-Est, par 2 entreprises françaises, qui est Poma, qui est spécialisée dans la construction de téléphériques, mais également Suez Environnement. Et donc notre mobilisation et les feux croisés de tout le monde, de tous les participants, ceux qui protestaient contre cette construction, a amené ces entreprises à sortir, à quitter ce projet. Et donc le téléphérique n'a pas été construit alors qu'il était prévu pour fin 2018. Ça, c'est un exemple, je pense, qui est très très important. À chaque fois, d'ailleurs, on le rappelle à nos partenaires du ministère des Affaires étrangères pour leur dire on ne vous lâchera pas. Il faut que vous travaillez. Vous faites le business, mais faites-le dans la légalité. Le deuxième point, c'est sur la question de la liberté d'expression et puis le droit au boycott. On peut boycotter qui on veut, n'importe quel État, n'importe quelle politique. Notre choix, c'est le boycott de la politique d'occupation. Et tout ce qui se rapporte à l'occupation, c'est un droit. Or, nos dirigeants ici en France, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Et il y a eu des militants qui ont été traînés devant les procès. Et il y a même une circulaire qui est une très mauvaise interprétation de la loi française. On ne critique pas la loi, on critique la circulaire, qui a fait que ces militants ont été condamnés. Et puis, qui a été utilisée par nos adversaires du CRIF, etc., etc., et même d'ailleurs l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui ont commencé à dire « mais le boycott, maintenant, ça y est, il est illégal ». Le boycott n'est pas illégal. Et d'ailleurs, ils vont avoir peut-être, j'espère, une vraie surprise très prochainement. Parce que tout ceci, justement, l'a apporté vers la Cour européenne des droits de l'homme et qui a choisi notre dossier parmi son dossier, quoi, si vous voulez. Parmi son dossier, ils retiennent 5 ou 6. Donc notre dossier a été retenu. Et puis le gouvernement français, il a été sommé de répondre aux questions que nous avons posées. Et peut-être que nous allons obtenir la condamnation du gouvernement français et de la justice française sur cette question. Donc le boycott, il n'est pas illégal. Le boycott, c'est un droit, ça fait partie de la liberté d'expression. Merci. Il y a une question là-haut, allez-y madame. Bonjour, je suis d'accord que ça vaut le coup d'être gagnant déjà. Et puis j'aimerais poser la question concernant le système bancaire. Le système bancaire, il a été créé par Rothschild. Donc en France, toutes les banques, pour rompre avec eux, c'est un peu délicat et un peu dur quand même. Rien qu'en France, tout le système, il est par carte bancaire et qui passe par les banques de Rothschild ou qui que ce soit, qui est le premier sioniste qui finance Israël. Ouais, sans établir de parallèle avec la situation actuelle, mais quand même, puisque c'est le but de mon intervention, il y en a un. Parlez bien dans le micro. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, j'ai une voix qui porte un principe. Et donc on a été dans les années 60, j'en parlais à mon voisin, dans les années 78-79 sur Montpellier, on a été 4 militants qui avons lancé la campagne contre l'Afrique du Sud, le boycott contre l'apartheid. On l'a fait à partir de la campagne anti-Outspan. On en a pris plein la tronche aussi.
le contexte politique n'était certes pas le même. Les rapports de force à l'Assemblée nationale étaient beaucoup plus en faveur de ce boycott. On a eu des actions très importantes, je pense, avec l'occupation de l'ambassade d'Afrique du Sud avec la JC sur Paris. On a fait la démonstration que quand on se bat, on peut gagner. Et je crois que c'est un peu ça, on l'a pour le moment social en France actuellement qui se cherche. C'est pareil, quoi. On a des difficultés à retrouver la confiance et aussi les débouchés parce que ce sont des débouchés politiques en fin de compte qu'on recherche parce que c'est un contenu politique très fort la question du boycott, mais la question aussi de la fin de cette horreur, quoi, hein. Donc voilà, moi je reprends ce qu'ont dit d'autres dirigeants avant moi. Quand on se bat on peut perdre, hein. Mais celui qui ne se bat pas, il a déjà perdu. Et je crois que c'est ça qui doit nous animer. Et voilà. Allez, bon courage à tout le monde. Merci de ce témoignage. Excusez-moi, je suis l'interprète, je suis censé être impartial. Je le reste et je vous le promets. Mais en tant que Palestinien, je ne peux pas rester impassible devant une telle vague d'émotions qui manifeste une solidarité avec mon peuple. Merci beaucoup. Merci de cet autre témoignage. Une dernière question avant de les faire réagir. Non, on reviendra après, mais bon. Un peu naïve. Quel est le but stratégique? Parlez bien dans le micro, sinon vous ne serez pas entendu. Je dis le but stratégique du BDS, alors qu'on sait que la solution de 2 États est quasiment morte et qu'il y a déjà une perspective de 2 côtés d'un seul État. Je pense qu'on va pouvoir réévoquer ces questions-là tout à l'heure dans la 3e table ronde, si vous le permettez. Là, on va en rester à l'action de la société civile. Et donc, sans tarder, je passe la parole d'abord à Martine. Alors, la réponse sur la différence dans l'opinion, hein, c'était ça entre le Loup Bureau et... Bon, alors, au niveau Amnesty, je ne peux rien dire. Simplement, moi, je pense que Loup Bureau était un journaliste, déjà. La situation était différente. Ça a été très bien relayé par les médias. Donc, évidemment, du côté gouvernemental, on a été plutôt à l'écoute. Et puis, c'était peut-être quelque chose d'un peu non controversé, quoi. Tout le monde était pour la libération de Loup Bureau. Voilà. Du côté de Salah Hamouri, les choses étaient différentes. Déjà parce que c'est un Palestinien, donc ça n'a pas le même. Enfin, pour les Français, c'est un Palestinien, même s'il est de nationalité française, etc. Ça avait donc un écho différent. Ensuite, beaucoup de gens dans les articles, quand on lisait les articles, on se remémorait ce qui s'était passé avant, dans son passé. Donc, il était resté avec l'image de quelqu'un qui avait été condamné pour, je mets entre guillemets, pour terrorisme. Hein. D'après les messages que je peux recevoir, moi, depuis que Amnesty a fait une action urgente pour Salah Hamouri, je comprends pourquoi c'est difficile d'expliquer aux gens. Collaborateur d'une ONG, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Pour eux, c'est quelqu'un qui a été condamné, puisqu'il a avoué en plus, puisqu'il avait fait un plaidé coupable, donc ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ça fait rien, ils ne savent pas dans quelles circonstances, ils ne savent pas tout ça. Hein. Donc je pense que l'explication, elle est là. Bon, c'était rentable pour le gouvernement français de faire des efforts il y a mis du temps aussi. Hein, il a fallu que le ministre des Affaires étrangères y aille, etc. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le ministre des Affaires étrangères français se déplacer en Israël pour demander la libération de quelqu'un, même de quelqu'un qui a la nationalité française et qui, voilà, je pense que la réponse est là. Peut-être que... Est-ce que tu peux préciser ta question, Ali, s'il te plaît? Parce qu'on ne l'a pas bien noté, mais à culpa. Je pense qu'elle était précise. Oui, mais on ne l'a pas
Voilà. Donc, je la redis ou je la Oui, reprécise? oui, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qui explique, d'après vous, le désintérêt médiatique pour l'affaire Salah Hamouri, qui est français, détenu Il a répondu. Donc, voilà, oui. voilà. Donc, Donc, c'est la réponse de Martine, oui. Oui, elle, Ok. elle répondait à ma question, hein, Donc, tac. qui interroge, Ça marche. effectivement. Il reste la question qui était posée là-haut, entre illégalité et illégitimité, c'est ça? Hein? Sur les banques. Oui, enfin, on va repréciser, parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas des questions, mais des témoignages, oui. On va repréciser l'enjeu pour les banques, le Oui. lien entre les banques, colonisation, fonds d'investissement, parce que c'est ça dont il... Alors, soyons clairs, pour ce qui concerne les banques, nous avons produit les preuves de la liaison entre ces 5 banques françaises et les banques israéliennes. Banques israéliennes dont nous avons, là encore, les preuves de l'implication dans le financement de l'occupation et de la colonisation. Donc le fil, il est là. On ne s'occupe pas de savoir si c'est Rothschild ou pas, je n'en ai strictement rien à foutre. Je pense tout simplement que c'est un système bancaire israélien qui finance l'occupation et la colonisation. Point barre. Le système bancaire français, s'il participe d'une manière ou d'une autre à aider les banques israéliennes, il est complice. De même qu'est complice l'État français lorsqu'il nous dit que l'occupation et la colonisation sont illégales et qu'il laisse rentrer les produits des colonies et qu'il refuse même de respecter ses propres directives en ne prenant pas en compte l'étiquetage des produits des colonies. C'est-à-dire qu'on le prend en défaut tout simplement par rapport à ce que lui-même a édicté. Ce n'est pas nous qui avons fait cette directive, c'est eux. Donc c'est toujours le même principe. Il y a des positions, il faut les mettre en contradiction avec les actes. L'incohérence est scandaleuse. Eh bien, elle scandalise les gens. Et l'opinion publique peut agir. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à chaque fois, les ONG doivent démontrer juridiquement le fondement de leurs attaques. C'est-à-dire que toute attaque n'est pas gratuite. En l'occurrence, s'agissant des banques, il y a en jeu des fonds d'investissement, qui sont des fonds d'investissement des 4, de la bande des 4 dont on a parlé, qui permettent aux banques israéliennes d'intervenir dans les colonies. Et le mécanisme est démontré, preuve à l'appui, et c'est ça. Et donc là, la solution, c'est que les banques françaises se retirent ou mettent fin à ces fonds d'investissement, banques françaises et AXA aussi, hein, se retirent ou mettent fin à ces fonds d'investissement. Mais j'attire l'attention de tous sur le fait que tout doit être démontré. Quand on attaque quiconque, il faut avoir des preuves, parce que nous sommes passibles d'actions devant les tribunaux. Et en l'occurrence, c'est ce que Robert disait, tant pour les actions Orange que Veolia, d'ailleurs, hein, c'est le cas pour Poma et Suez. Merci de l'avoir rappelé, parce que ça fait partie des sujets. À chaque fois, il y a des dossiers avec des recherches et des preuves à l'appui qui sont irréfutables devant les tribunaux en cas d'attaque de la partie adverse, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, dans le cas des banques, nous n'attaquons pas les banques en tant que telles. Nous attaquons les banques par le biais des fonds d'investissement qu'ils ont mis en place, conscients ou inconscients, peu importe, et qui servent aux banques israéliennes, en lien avec les banques israéliennes, pour financer des opérations de colonisation. C'est ça qui est en jeu. Hein. Alors, on avait une dernière question. Oui, un petit complément. Pour établir ce rapport qui a été fait sur les banques, on a fait appel à un cabinet conseil qui a accès aux bases de données financières qui sont reconnues internationalement. Ce cabinet qui s'appelle Profondo, qui est un cabinet hollandais, c'est lui qui nous a sorti les preuves concernant les 4 banques et AXA. C'est lui qui les a sortis. Par contre, les liens des banques israéliennes avec l'occupation et la colonisation nous ont été fournis
par Who Profits, qui est un cabinet d'études économiques israélien de militants pacifistes, et c'est eux qui nous ont fourni les éléments matériels qui prouvent l'implication des banques israéliennes dans l'occupation et la colonisation. Donc, vous voyez, on a utilisé des sources d'amis européens, des Israéliens, des travaux ici en France, un cabinet conseil en Hollande, et on a abouti au rapport. C'est ce que je vous disais, ce réseau international se constitue, c'est une force. Image de la société civile. Dernière question. En vous écoutant, il me venait une question sur le boycott. Le boycott à titre individuel sert absolument à rien. Donc je prends l'exemple, il y a eu d'autres campagnes de boycott qu'on a lancées en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très très longtemps, il y avait un boycott qui a été lancé contre les produits Danone au moment où ils avaient licencié je ne sais plus combien de salariés. Il y avait une histoire, ça a été inefficace. Par contre, c'est comment on fait pour que cette question du boycott, au lieu de la question de ne pas manger des dates marquées Made in Israël ou les produits Brita à l'époque, c'est devenir une question politique. Et c'est ce que vous faites vous, mais du coup, comment on fait dans les campagnes qui sont lancées pour que effectivement ça bascule de l'histoire du boycott individuel où les gens ils pensent qu'il ne faut pas acheter les produits machin, à des campagnes politiques, un peu comme vous avez mené sur Vénisud et autres, Veolia et autres choses. C'est ces questions-là qu'il faut en fait, faire basculer. Tu as 2 minutes. Eh bien, comment on fait? On essaye de montrer les différents aspects qui font système. C'est en globalisant les différents aspects et donc montrer le système global qui fait qu'il peut y avoir un saut qualitatif dans l'interprétation des choses. Et un de ces sauts qualitatifs auxquels on espère venir de manière efficace et pas simplement dans la rhétorique, c'est la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Parce que l'accumulation de faits de divers ordres convergeront vers cet objectif à un moment donné, mais de manière concrète, qui ne soit pas simplement dans la revendication, mais qu'il y ait une base d'appui qui permette vraiment d'essayer de conclure là-dessus. Et la question de l'étiquetage n'est pas une question anodine, parce que c'est tout le problème de ce qu'on appelle, au niveau de différents amis européens, etc., la différenciation. La différenciation entre ce qu'est Israël et ce qu'est la colonisation. C'est important, cette notion de différenciation, parce que c'est à partir de là qu'on tire le fameux écheveau dont on parlait et qui fait venir toute l'économie israélienne, parce qu'elle est entièrement liée à la colonisation. Très peu d'entreprises israéliennes ont refusé de s'installer dans les colonies. Très peu. Je me souviens, il y a quelques années en Israël, il y avait le franchisé McDonald's qui avait refusé d'aller dans les colonies. Ça a été une campagne contre lui sur le thème « Il ne faut pas aller manger chez McDo Israël ». Parce que le gars, il n'a pas voulu aller dans les colonies. Vous voyez un petit peu la pression qui se fait. Et donc là, le gars, il a payé le prix, mais il a résisté. Bravo pour lui. Bien que j'ai horreur de McDo, bon, c'est lui personnellement. Je n'irai pas manger chez lui quand même. Hein. Mais il faut bien comprendre qu'une action de boycott ou toute autre action, mais Robert l'a dit tout à l'heure, s'insère dans un ensemble. Et c'est bien l'ensemble des actions qu'il faut considérer et pas telle ou telle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a essayé de dérouler un peu le fil de la panoplie à la fois institutionnelle, associative et société civile pour bien présenter un ensemble d'actions et pas isoler. Donc le boycott, par pitié, n'isolons pas le boycott du reste. Effectivement, le boycott est nécessaire, mais relié à. Et c'est pour ça qu'il faut l'expliquer. Le rôle de nous, société civile, c'est de l'expliquer à nos réseaux, dans nos associations autour de nous. On espère que les journalistes demain relaieront un peu plus que hier tout ceci, parce que tout cela, on l'a dit, effectivement, nous devons peser auprès des élus, auprès des politiques, auprès des décideurs économiques, mais également médiatiques. Et nous avons chacune et chacun une responsabilité en la matière. Aujourd'hui, la réalité est occultée, dévoyée, déformée. À nous de rétablir simplement un certain nombre de faits pour ouvrir les yeux à notre entourage et à partir de là, construire des actions d'ensemble.
Merci à toutes et à tous. Juste un dernier point, excuse-moi Jean-Marie, je termine là-dessus. Dans BDS, il y a 3 lettres. Boycott, désinvestissement, sanction. Pour l'instant, là où on avance le mieux et le plus efficacement, c'est le désinvestissement. Et en progressant, on verra. Mais les sanctions, on n'a pas assez avancé dessus. Et le boycott, il reste encore limité en nombre de citoyens qui y participent vraiment. Voilà. Et nous laissons place aux intervenants de la table ronde suivante.